Bonjour à tous ceux qui sont là pour le moment. Je vais attendre encore un petit peu parce qu'il y a pas mal. J'ai pas pu désactiver la salle d'attente et du coup il y a beaucoup de gens qui arrivent en cours de route. Donc aujourd'hui, ce qu'on va commencer par voir, c'est en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment un tour rapide de ce que vous pouvez faire sur MNOVA en essayant de ne pas passer trop de temps sur chaque étape. Le but du jeu étant qu'après vous puissiez pratiquer et puis en fait, comme tout logiciel, c'est en le pratiquant que vous allez pouvoir progresser et utiliser toutes les fonctionnalités de plus en plus rapidement. Alors, j'essaye d'avancer là-dedans. Voilà, alors je retourne voir s'il y a du monde en salle d'attente. Voilà, il est presque l'heure. J'attends encore un tout petit peu, voir s'il y a des gens qui arrivent en salle d'attente. Bonjour à tous et merci, vous êtes nombreux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Avant de commencer, je vais juste vous avertir que c'est un essai en fait, hein, cette formation en webinaire comme ça, parce que jusqu'ici, je faisais des ateliers. C'est-à-dire que j'envoyais des données aux participants et on faisait les choses au fur et à mesure, plutôt en petits groupes, ce qui me permettait de voir au fur et à mesure les difficultés que les participants pouvaient avoir, de m'arrêter, de répondre aux questions. J'ai fait un essai avec cette formule-là en visio il y a quelques semaines et en fait, ça marche pas du tout. Voilà, donc du coup, c'est un peu c'est un nouvel essai pour voir si on arrive un peu à faire une formation rapide sur MNOVA qui vous permette, dans un premier temps, de voir ce qu'on peut faire, en espérant que du coup, ça vous donne envie de faire un petit peu plus que ce que vous faisiez au départ, ou qu'en tout cas, on va dire, ça vous mette le pied à l'étrier. Voilà. Alors, du coup, on va démarrer. N'hésitez pas à me signaler si vous voyez des gens en salle d'attente que j'oublie d'admettre. Voilà, parce que je vais, avec deux écrans, au bout d'un moment, je risque de ne pas y arriver.
Donc là, le but du jeu aujourd'hui, c'est d'arriver, de voir en fait rapidement comment faire pour arriver, enfin, pour passer des données brutes, c'est-à-dire ce que vous récupérez après sur le cloud, après vos analyses RMN, jusqu'à ce qui va être inclus dans une publi ou dans un rapport. Donc, hop. La seule diapo importante de cette formation, globalement, c'est ça, c'est la façon de procéder quand vous avez vos données. Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris. Voilà. Là, ici, toute cette étape, c'est vraiment comment passer des données brutes jusqu'à un spectre qui ressemble à un spectre. Donc, la plupart de ces opérations-là se font automatiquement sur MNOVA. Il y en a quand même certaines qu'il est nécessaire de reprendre à la main, en particulier la phase et la correction de ligne de base. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez un spectre, soit un spectre 1D, soit un spectre 2D. Et ensuite, on va passer à l'étape d'analyse. Donc, l'étape d'analyse, c'est vraiment comment extraire de l'information chimique à partir de vos spectres. Et une fois que l'analyse est faite, là, on passe à l'étape de valorisation des résultats. Donc, d'une part, en faisant tout ce qui est attribution des signaux sur votre molécule que vous pouvez importer dans MNOVA. Et ensuite, le reporting, en fait, la liste des pics en C13, la description du spectre proton pour pouvoir copier-coller et avoir votre partie expérimentale qui est prête à être intégrée dans un rapport ou dans une publi. Ce qui est important dans MNOVA, ce qui va vraiment vous faciliter la vie et vous permettre de travailler plus vite, c'est toute la partie personnalisation. En fait, je vais vous montrer, vous pouvez personnaliser la fenêtre de MNOVA, les barres d'outils, vous pouvez personnaliser l'apparence du spectre selon les usages, et vous pouvez personnaliser aussi tout ce qui va être export, donc tout ce qui va être ensuite intégré dans vos parties expérimentales. Alors, hop, je termine de vider la salle d'attente. Avant de démarrer, donc le tout petit PowerPoint que je vous montre là, je le mettrai à disposition après la formation. Il y a vraiment très peu de choses. J'ai essayé de mettre les quelques éléments qui pourraient vous être utiles. Alors, en particulier, on a les raccourcis clavier. Alors, les raccourcis clavier, on peut les retrouver dans MNOVA. Je vous montrerai où. Et vous avez une petite liste ici des raccourcis clavier qui sont utiles. Donc, ne les notez pas, je vais vous envoyer le fichier et de toute façon, ils sont visibles dans l'interface du logiciel. Je vous parle des raccourcis clavier parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça que vous allez gagner en vitesse. C'est-à-dire que si vous travaillez avec une souris, enfin une main sur la souris, une main sur le clavier, c'est vraiment comme ça que vous allez avoir une utilisation du logiciel qui va être fluide et qui va vous permettre de travailler assez rapidement. Ensuite, alors, je vais revenir là. Hop. Donc, la fenêtre de MNOVA, j'espère que vous la voyez correctement. On a une interface qui ressemble un petit peu à PowerPoint, en fait. Et ce qui est important de noter, c'est que vous allez avoir que quasiment tous les objets, les spectres, les zones de texte, les zones de molécules ou ainsi de suite, sont des objets que vous allez pouvoir manipuler et qui ont chacun leur propriété. Exactement comme dans PowerPoint quand vous ajoutez une zone de texte, un dessin, un graphique. Donc, on va commencer par importer des données. Alors, pour importer des données, ça se fait de façon très simple. On va aller dans votre dossier RMN. Donc là, d'habitude, sur les ateliers, vous avez les données et vous le faites en même temps que moi, mais là, je vais essayer d'aller relativement vite, juste pour vous montrer les différentes étapes. Donc, quand vous avez un spectre, il va vous suffire d'aller le glisser-déposer, en fait. Là, vous voyez qu'on va ouvrir plusieurs spectres. Donc, j'ouvre un C13, un proton,
Et je vais aussi ouvrir 2 spectres 2D, une COSY et une HSQC. Et donc, on va s'attacher à la première partie. La première partie, ça va vraiment être... Hop. La première partie, ça va vraiment être le processing. Donc, le processing, il y a plusieurs étapes. Quand vous avez vu qu'ici, quand j'ai importé les données, je n'ai pas eu à l'écran un FID ou des données brutes. J'ai directement eu un spectre. En fait, les différentes étapes que fait MNOVA quand vous importez un dossier, c'est d'abord une apodisation. Donc ça, vous pourrez regarder dans le manuel, je ne vais pas détailler, mais c'est un traitement mathématique du FID. Il fait la transformée de Fourier et il fait une phase automatique. C'est pour ça qu'ici, vous avez directement des spectres à l'écran. Et des spectres qui ressemblent déjà en général, à part vraiment des spectres, par exemple du fluor, où on va avoir des phases un petit peu pénibles à régler. La plupart du temps, quand vous intégrez un spectre, quand vous importez un spectre, il vous donne déjà à l'écran quelque chose qui est phasé correctement et qui est correct. Je vais quand même vous montrer comment refaire la phase, parce que ça, c'est quelque chose d'important, en particulier quand vous avez besoin d'avoir des valeurs d'intégration qui soient bien justes. La phase et la ligne de base vont être des étapes importantes. Alors, alors juste un tout petit rappel, les raccourcis clavier dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut les trouver ici dans le menu View. Donc, tout ce menu-là, ici, View, ça va être l'apparence du spectre. Et vous pouvez ici avoir les raccourcis clavier qui apparaissent sous forme d'un petit rappel. Donc, les différents outils avec les raccourcis clavier si vous les avez oubliés. Donc, par exemple, pour la phase, donc là, ma fenêtre est déjà ouverte. Si elle n'est pas ouverte, on fait Shift plus P et on a ce menu de correction de phase qui apparaît. Quand je veux régler ma phase, vous voyez là, j'ai cliqué sur la fenêtre en bleu, il me fait apparaître une grande ligne bleue là qui s'appelle le pivot. En général, le pivot, il est placé par défaut sur le plus grand pic. Vous pouvez le placer où vous voulez, si jamais vous souhaitez changer ça, mais par défaut, le plus grand pic, en général, ça convient bien. Ensuite, il y a 2 facteurs dans la phase. Il y a la phase à l'ordre 0 et la phase à l'ordre 1. Ici, on a déjà des valeurs parce qu'à l'importation, MNOVA a fait des réglages par défaut. Si vous voulez modifier ça, donc pH0 se modifie avec le bouton gauche de la souris, vous cliquez dans la fenêtre bleue et ensuite vous montez, vous descendez votre souris. Ce qui est important, c'est de voir que quand on bouge pH0, tous les pics bougent en même temps. Alors que quand on bouge pH1, avec le clic droit, c'est principalement les pics du bout du spectre qui vont bouger et ils ne bougent pas dans le même sens. Donc, pour régler la phase d'un spectre, ça se fait en 2 temps. Dans un premier temps, on va zoomer sur le pivot et on va bouger uniquement pH0 pour avoir un pic qui soit bien symétrique. Et ensuite, on va aller loin du pivot et on va régler uniquement pH1 pour avoir une phase correcte loin du pivot. Et ma souris fait n'importe quoi. Voilà. Quand on a réglé pH0 au pivot, puis pH1 loin du pivot, on peut sortir de ce menu, les réglages de phase vont être sauvés. Après la phase, on va avoir la ligne de base. Donc, toutes les étapes de processing dont je vous ai parlé se trouvent ici. En fait, dans ce menu NMR, vous avez d'abord un onglet processing avec l'apodisation qui est faite automatiquement, éventuellement une étape de prédiction linéaire ou de zéro filling. Ça, vous pouvez regarder dans le manuel si ça vous intéresse. Puis la correction de ligne de base, la correction de phase, puis la correction de ligne de base. Donc ça, ces étapes-là, la phase et la ligne de base, moi je vous encourage à les refaire à chaque fois que vous importez un spectre pour avoir des intégrales qui soient de bonne qualité, qui soient bien précises, et aussi pour avoir la ligne de base, c'est important quand vous aurez les spectres 1D qui serviront de projection pour les spectres 2D. Donc il y a plusieurs types de correction de ligne de base.
Pour du proton, le Bernstein ou le polynôme convient bien en général. Voilà. On ne voit pas forcément très bien la différence à l'écran, mais ça vaut le coup de le faire. Donc, on va faire la même chose. Sur le spectre carbone, là, ici, les étapes automatiques sont suffisantes. On peut le refaire, mais je ne vais pas le faire ici aujourd'hui. Au niveau des spectres 2D, donc toutes les étapes de processing, donc ça, c'est fait automatiquement, mais je vous encourage à refaire la phase et la ligne de base. Donc, la phase en 2 étapes. Donc ici, on est sur un spectre 1D, on fait pH 0 au pied du pivot, puis pH 1 loin du pivot. Quand on a un spectre 2D qui est phasable, donc ça, les spectres 2D phasables, en routine, ce sera principalement les spectres HSQC. Vous pouvez voir qu'ils sont phasables parce que vous avez... Alors, hop, je souhaiterais enlever mon projecteur pour retrouver une souris normale. Si quelqu'un sait comment faire, je suis preneuse. J'aimerais enlever le pointeur, en fait, pour que vous puissiez voir la souris qui change de forme quand on change d'outil. Bon, donc, j'y arrive pas vraiment. Donc ici, sur un spectre HSQC, ah ouais, mais alors là, on va être embêté. Oui, est-ce que quelqu'un s'échappe? Si tu fais échappe ou si tu recliques sur les autres fonctionnalités du pointeur là en haut à gauche, dans View, tu as... Oui. Non, Ouais. si tu fais échappe, ça ne marche pas. Ben non, en fait, j'ai toujours un... Et si tu recliques sur les fonctionnalités du pointeur, tu as track, tu as... Je sais pas, peut-être que ça va te libérer à gauche plutôt. Là. Je sais pas. Je vais arrêter mon partage d'écran, je vais le redémarrer. On va voir si ça fonctionne. Donc désolé, hein, on va dire que c'est les aléas du direct. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Non. Non. C'est formidable. On le refait. Voilà. Bon, là, je pense que normalement, vous devriez voir mon écran, mais j'ai toujours pas ma souris qui change de forme. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez au fur et à mesure quand vous utiliserez les outils. Voilà, j'espère que ça m'empêchera pas d'utiliser le logiciel correctement. Donc je reprends, j'en étais au phasage d'un spectre 2D. Alors, tous les spectres 2D ne se phasent pas. En routine, ceux qui se phasent, ce sera principalement des HSQC édités. Vous voyez ici qu'on a des pics rouges positifs et des pics bleus négatifs. La phase en 2D se fait exactement comme en 1D, mais elle va se faire en 2 temps. D'abord, on va travailler sur la dimension F2, la dimension horizontale, avec pH 0 au pivot, pH 1 loin du pivot. Puis, dans la dimension verticale, pH 0, puis pH 1. Si je reprends la fenêtre de MNOVA, on va d'abord travailler dans la dimension F2 au niveau du pivot et essayer d'avoir des tâches qui soient bien phasées avec pH 0 puis pH 1. Et ensuite, dans la dimension verticale, on fait exactement la même chose. Là, dans la dimension F1, on n'a pas très souvent besoin de reprendre la phase. Et de la même façon qu'en 1D, on peut aller donc, dans les outils de processing. On a fait la correction de la correction de phase en manuel et on va faire la correction de ligne de base en faisant bien attention de cliquer sur Apply to all dimensions pour que la correction de ligne de base soit faite vraiment dans les 2 dimensions, verticale et horizontale. On peut avoir donc pour certaines manips, on peut avoir besoin de réaliser d'autres opérations de processing, donc pour les specs 2D, sur certaines manips, donc en particulier les 2D homonucléaires proton-proton.
comme la COSI, la NOISY ou la TOXI, on peut avoir besoin d'utiliser la correction de bruit T1. Et sur des expériences comme les JRES, et ça, ceux qui les utilisent le verront au fur et à mesure, on peut avoir besoin d'utiliser le tilt et la symétrisation. Alors, hop, rapidement, sur la COSI, si je zoome, si j'augmente l'intensité de métage, vous voyez qu'on a ici des traînées verticales. Ces traînées verticales, c'est du bruit T1. En fait, c'est un artefact qui est dû aux instabilités du spectro pendant la durée de l'expérience. Et si on veut corriger ces traînées-là, il y a un outil, donc on est toujours dans la partie processing. Donc NMR, le menu NMR est dans la partie processing. Vous pouvez aller chercher le Reduce T1 Noise, qui va en fait réduire ces traînées verticales et vous donner un spectre qui soit de meilleure qualité. Ça peut se décocher. Si finalement vous vous rendez compte sur des manips noisy, par exemple, que vous perdez du signal ou que ça correspond moins bien, vous pouvez tout à fait l'enlever, c'est réversible. Voilà, donc là, on a fait toute cette première étape, en fait, que ce soit pour les spectres 1D ou pour les spectres 2D. On est passé des données brutes qu'on a importées dans MNOVA jusqu'à un spectre qui est prêt à être exploité. Donc, si je reprends le workflow, on est ici. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie analyse. Donc, cette partie analyse, je vais commencer par le spectre carbone. Parce que sur les spectres carbone, la plupart du temps, ce qu'on va chercher à obtenir, ce sera en fait une liste des pics. Alors, avant, vous voyez peut-être que j'ai des fenêtres je vais faire juste une petite parenthèse sur les fenêtres que j'utilise. Donc, on peut revenir dans le menu View. Donc, ici, vous voyez que j'ai en fait toutes mes pages. L'idéal, c'est toujours d'ouvrir tous les spectres liés à un échantillon dans le même document MNOVA. Donc, comme ça, vous avez les spectres 1D disponibles, les 2D, tout est dans le même document. Et ici, en fait, c'est la même fenêtre que dans PowerPoint, ça vous permet de naviguer dans vos pages. Ici, la fenêtre Full View, que je viens de désactiver et de réactiver, c'est une fenêtre qui va vous permettre de voir où vous vous trouvez dans le spectre. Quand, par exemple, vous avez zoomé, si je zoome ici, ça va me permettre ensuite de me déplacer sur le spectre en gardant toujours le même facteur de zoom. Et si je veux revenir sur le spectre entier, j'utilise le raccourci clavier F comme Full View. Donc ça se fait très rapidement. On a d'autres fenêtres qui sont ici, vous les voyez, qui sont un peu empilées à droite de mon écran. Donc il y a la fenêtre des paramètres qui se trouve ici. Donc là, elle est accessible par un menu rapide. Toutes ces tables sont accessibles aussi par ce menu-là. En fait, on a ici la liste des tables qu'on peut faire apparaître. Donc, par exemple, les attributions, les intégrales, les pics, les multiplets, ainsi de suite. Il y a ici la prédiction, mais nous, on n'a pas la licence. Donc, c'est une licence qui coûte extrêmement cher et donc on n'a pas ce module-là disponible. Donc, toutes ces fenêtres-là, ces tables, qui sont assez utiles quand on commence à travailler sur le spectre pour en extraire de l'information, elles se trouvent, en fait, elles peuvent s'ouvrir n'importe où, mais après, on peut toutes les rassembler à droite et les faire apparaître sous forme d'onglets, ici, pour passer de l'une à l'autre. Donc, la fenêtre des paramètres, elle est assez utile parce que déjà, elle va vous donner l'endroit où se trouvent les données brutes sur votre ordinateur, le document, enfin les fichiers que vous avez ouverts. Et vous pouvez retrouver la date d'acquisition, le spectromètre sur lequel ça a été acquis, la température. Voilà, là, on retrouve la date. On peut personnaliser tout ça. Hein. On peut faire apparaître d'autres paramètres si vous le souhaitez avec ce menu ici, mais je ne vais pas le détailler aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est là que vous allez pouvoir retrouver des paramètres importants pour vous souvenir sur quelle machine et à quelle date et dans quelles conditions vous avez acquis le spectre. Donc, je vais revenir sur les pics. Ici, donc on va faire apparaître la table des pics qui est vide pour le moment. En C13,
Donc, la plupart du temps, ce qu'on va souhaiter obtenir comme information, c'est la liste des pics. Donc, on va utiliser le raccourci clavier K, ou alors, donc là, le processing c'est fait, on va rentrer dans la partie analyse du spectre RMN. Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose, pardon. Dans la partie analyse, la première chose qu'on va faire, avant de faire le peak picking, c'est de calibrer les déplacements chimiques. Donc ça, la plupart du temps, ça se fait sur le pic du solvant. Voilà, on va aller zoomer sur le pic du solvant, utiliser le raccourci clavier L, ou alors aller dans ce menu-là pour choisir le type de calibration qu'on souhaite utiliser. Donc ici, le L, ça va nous permettre d'aller sélectionner l'arrêt central du signal du solvant. On fait un clic normal, un clic gauche. Et ici, on peut soit rentrer la nouvelle valeur à la main, soit aller chercher dans la liste des solvants le solvant dans lequel on a travaillé. Alors l'avantage, c'est que si jamais on a oublié le déplacement chimique précis du solvant et par exemple la multiplicité du signal, ça nous permet de nous en souvenir. Donc ici, on est dans le DMSO. On voit sur la suite de la ligne de quelle référence c'est tiré. Et pour info, vous avez toujours la possibilité d'aller ajouter, si vous travaillez dans un milieu très particulier avec un déplacement chimique particulier de votre solvant ou un solvant qui ne se trouve pas dans la liste, vous pouvez ajouter une ligne de façon à avoir un solvant qui va être accessible rapidement. Donc ici, on est dans le DMSO. Il a recalibré et il indique ici qu'on est sur le DMSO. Je vais faire la même chose sur le proton. Donc, on va chercher l'arrêt central du solvant. On va chercher le bon solvant. Ici, je vous rappelle que le DMSO donc, est à 2,5 et que dans le DMSO, on a souvent de l'eau à 3,33. Donc, ça vous permet après aussi de vous souvenir qu'il y a des pics qui sont liés à votre solvant. Voilà. Donc, maintenant qu'on a calibré les déplacements chimiques, on va pouvoir passer donc, à cette étape, voilà, calibration des déplacements chimiques, puis le peak picking. Pour le peak picking, on va utiliser, donc, je ne vous conseille pas d'utiliser les options automatiques, surtout dans un spectre où on a quand même un rapport signal sur bruit qui n'est pas excellent. Vous pouvez utiliser donc cette option-là, qui est le manual threshold, ou sinon pic par pic. Il y a des raccourcis clavier, donc ici j'utilise le raccourci clavier K. Alors quand vous le ferez, vous verrez que votre souris change. Ici, en fait, à cause de Zoom, vous ne voyez pas ma souris changer, mais normalement, elle prend une forme particulière qui vous indique quel outil vous êtes en train d'utiliser. Voilà. Et là, en fait, il suffit d'aller tracer, d'aller sur une zone et de donner un seuil à partir duquel il va intégrer les pics. Vous voyez ici, dans la partie, dans la fenêtre, dans la table des pics, vous voyez qu'il a peuplé la table. Donc, on peut se déplacer à travers cette table et il va vous indiquer à chaque fois, vous voyez sur le spectre, quel pic est concerné. Vous voyez ici que j'ai fait le peak picking des pics du solvant. Alors, ce n'est pas très grave. En fait, il va suffire d'aller lui dire que ce pic-là n'est pas un pic du produit, mais que c'est un pic du solvant. Voilà. Et là, donc, on ne va pas le faire forcément pour chacun, mais en fait, voilà, il suffit d'aller ajouter, d'aller lui dire que c'est un pic de solvant. Donc, il va le faire apparaître d'une façon particulière sur le spectre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le sortir ici de cette description. Puisqu'ici, en fait, il ne va garder que les pics qu'on attribue au produit. Alors, c'est intéressant de faire un peak picking sur tous les pics, y compris le solvant, et après vous corrigez, et y compris les impuretés. Parce qu'en fait, une fois, si vous avez identifié un pic comme étant un pic d'impureté, il va vous suffire d'indiquer que ici, c'est une impureté. Le déplacement chimique apparaîtra quand même sur votre spectre. Ça vous permettra d'identifier si c'est toujours la même impureté, par exemple. Mais ensuite, ici, il vous suffira dans la description de votre spectre d'aller copier-coller et vous n'avez ici que les pics du solvant. On reviendra après sur la personnalisation de cette liste de pics-là qui a vocation à être copié-collé dans vos rapports. Voilà, donc ce qu'on attend comme information chimique du spectre carbone,
elle est là, on a fait le peak picking. Donc, c'est bien sûr à vous d'aller vérifier que tous les pics ont correctement été pris. Là, ici, j'ai une zone où il y a 2 pics qui sont très proches. Bien sûr, il faut aller vérifier que les 2 pics ont bien été pris, que vous n'avez pas conservé des pics qui ne font pas partie de votre produit. Voilà, donc ça, c'est le traitement d'un spectre, l'extraction des données analytiques d'un spectre C13. Pour le spectre proton, on va travailler, alors moi je vous conseille d'aller travailler directement avec l'outil qui s'appelle Analyse des multiplets. Donc, la souris ne fait pas ce que je veux, c'est un petit peu pénible. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser, là on n'a pas le fonctionnement, à cause de Zoom, on n'a pas vraiment le fonctionnement habituel de MNOVA. C'est bien pénible. Voilà, donc je le réimporte, c'est pas terrible, mais on va faire comme ça. Voilà, donc j'ai zoomé sur une partie de mon spectre et je vais utiliser l'outil, donc toujours dans le menu NMR et Analysis, on va utiliser l'outil Analyse des multiplets. Donc toujours pareil, je ne vous conseille pas d'utiliser l'outil, en fait la fonctionnalité automatique, parce qu'il va aller, il risque de faire des bêtises, il vaut mieux aller le faire au fur et à mesure à la main. Donc on va utiliser cet outil-là, donc le raccourci clavier c'est J. Quand vous le ferez, vous verrez que la souris est modifiée. Et ensuite, donc là, il a reconnu qu'il y avait un multiplet. Il va me suffire de cliquer dessus. Je me déplace. Et en fait, ici, il reconnaît les massifs. On verra après qu'il ne faut pas lui faire entièrement confiance et qu'il faudra bien aller vérifier. Voilà. Quand ça devient un peu compliqué, là, par exemple, vous voyez qu'il a tendance à faire un paquet, là, alors qu'on voit bien, nous, qu'il y a deux signaux différents. Voilà, celui-là, c'est l'eau, donc ce n'est pas vraiment la peine de le faire, mais on peut les faire à la main. On lui définit de la même façon, donc une région et un seuil à partir desquels il va prendre en compte les pics. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez faire quand il identifie, lui, pas automatiquement, correctement les multiplets. Voilà, donc cette analyse de multiplets, on va la faire partout, y compris sur des massifs dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Hein. Et vous voyez que vous avez à la fin donc, des étiquettes. Donc pour le moment, il a numéroté les multiplets, enfin, il a donné des lettres. Et quand c'est possible, il a identifié le type. Donc ici, on voit que c'est un doublet. Et ce qui nous fait apparaître, c'est le déplacement chimique central. Le premier que j'ai fait, c'est un peu comme, là ici, il y a une valeur d'intégration. C'est comme les valeurs d'intégration. Le premier qu'on intègre, il compte pour 1, mais après, c'est quelque chose qu'on va pouvoir modifier. Donc ces valeurs-là, on va les retrouver dans la table des multiplets. Alors ça, c'est la table des multiplets. Tac. Ici. Et ici, vous avez la description complète de votre spectre proton. Avec, pour chaque signal, le déplacement chimique central, la classe, la constante de couplage, le nombre de protons calculés. Et quand on aura fait l'attribution, on pourra rajouter, si on souhaite, on pourra rajouter l'attribution derrière. Voilà. Alors, donc ça, c'est quand même un outil qui est assez intéressant puisqu'il va vous permettre en fait, ça fait vos parties expérimentales directement. Mais le chimiste, c'est pas MNOVA, le chimiste, c'est vous. Donc, c'est à vous de bien vérifier que, par exemple, si
cet exemple ici, on n'a pas un multiplet. En vrai, on a deux signaux qui sont superposés. Sur des signes, ici, c'est la même chose. Ici, en fait, ce n'est pas un multiplet. Si vous voulez le décrire correctement, il va falloir donner un peu plus d'informations, le couper en deux et peut-être affiner un petit peu la description. Alors, sur cette molécule-là, là, c'est la quinine. Je n'ai pas vraiment d'exemple avec des multiplets, avec deux doublets qui se superposent, mais je vais vous montrer un exemple pour que vous puissiez voir comment on réattribue. Si par exemple ici, sur ce signal-là, bon, ici c'est un doublet de doublet, mais dans le cas où vous, chimiste, vous identifiez non pas un doublet de doublet, mais deux doublets superposés, je vais vous montrer comment faire pour que la description se fasse correctement. Si ici vous avez un doublet de doublet, pardon, deux doublets superposés, il va falloir les démêler et attribuer chaque pic au bon multiplet. Donc ça, je vous le montre rapidement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile, mais vous le ferez au fur et à mesure. Et il y a des aides dans les manuels de MNOVA qui pourront vous expliquer comment faire ça si jamais ça va un peu trop vite ici. La première étape, c'est que je vais commencer par couper mon multiplet en deux. Ici, il a coupé en deux parties égales, il a coupé au milieu. Et si je vais sur Add Multiplet Pics, vous voyez ici les étiquettes. Ici, il a considéré que c'était deux pics du doublet R, puis deux pics du doublet S. Si, en fait, moi, je sais, avec les manips 2D, par exemple, qu'on n'a pas RRSS, mais RSRS, ce sera à moi de lui dire. Et ça va se faire comme ça. Je vais aller attraper l'étiquette ici et la mettre sur celui-ci. Et de la même façon, je vais attraper celle-ci et la mettre là. Donc là, vous voyez qu'il a refait les calculs et qu'il a recalculé le déplacement chimique central du doublet R, le déplacement chimique central du doublet S. Il a mis à jour toute la description du spectre et il a recalculé les intégrales. Donc ici, j'ai coupé en deux un multiplet. En fait, j'ai coupé en deux un multiplet qui valait 1, ce qui fait que là, je me retrouve avec des intégrales qui valent 0,5 en gros. Donc, c'est pas chimiquement, ça n'a pas de sens, mais c'est pour vous montrer comment on fait la réattribution des signaux d'un multiplet. Voilà. Donc là, on a fait ces étapes-là, d'analyse du spectre. Je fais une toute petite parenthèse sur les intégrations. C'est bien expliqué dans un document dont je vais vous donner le lien à la fin, un document qui est édité par Mestrelab. Vous avez vu, là, on le voit un petit peu, quand je promène ma souris sur les multiplets, vous voyez qu'il dessine des raies. Et en fait, les intégrales qu'il a recalculées, là, ce n'est pas les intégrales au sens où on les entend habituellement. C'est-à-dire que pour calculer l'intégrale du doublet R, en fait, il a fait la somme de cette fonction-là qui apparaît en bleu, la fonction, le pic calculé, de ce pic-là et de ce pic-là. Pour le S, il a fait la somme de celui-ci et celui-là. Alors que l'intégration, habituellement, on l'entend comme l'air sous la courbe. C'est pour ça que vous pouvez avoir, dans certains cas, si vous utilisez les multiplets et l'intégration, vous pouvez avoir des valeurs qui ne sont pas concordantes entre les différents types d'intégrales. Vous avez ici, dans les intégrales, vous pouvez choisir, donc là, si je parle uniquement des intégrales, vous pouvez choisir le type de méthode d'intégration. Donc là, je vous laisserai, je ne vais pas détailler du tout aujourd'hui, mais je vous laisse vous reporter au manuel si vous avez besoin. Sachez simplement qu'il y a plusieurs façons de faire l'intégrale. L'intégrale classique, c'est la somme de l'air sous la courbe, c'est cette option-là, somme. Et il peut aussi faire des calculs en faisant ce qu'on a fait là avec les multiplets, c'est-à-dire la somme des pics. Voilà. Au niveau des manips 2D, pour extraire de l'information, on va commencer un peu comme tout à l'heure, on va commencer par calibrer. Donc déjà, on va s'assurer qu'on a les bons spectres en projection dans les dimensions F1 et F2. Pour ça, vous pouvez
je vais supprimer celui-ci. Voilà. Pour ça, vous pouvez tout simplement aller attraper les spectres. Donc, par exemple, si j'attrape le spectre proton et je vais m'assurer que ce soit lui qui est utilisé dans les traces F1 et F2. Voilà. On peut, je vous conseille de toujours vérifier aussi l'alignement des données. Vous voyez qu'ici, il a aligné le spectre 2D uniquement sur le spectre proton. En fait, ça, c'est quelque chose qui fait par défaut. Quand on lui définit un spectre proton, il va aligner, mais du coup, c'est uniquement dans la dimension F2. Si vous voulez le réaligner dans la dimension F1, donc ici, par exemple, ce pic-là, qui est le pic du DMSO, devrait se trouver ici. Vous pouvez soit utiliser le raccourci clavier L ou ce menu-là, soit utiliser ici la référence graphique qui se fait en deux temps. En fait, vous cliquez d'abord à l'endroit où vous voyez le pic sur le spectre et ensuite vous cliquez à l'endroit où vous voudriez voir le pic. Voilà. Et là, il va réaligner votre 2D. Ça, c'est important parce que quand on va l'exploiter, après, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir une 2D avec les tâches qui sont bien alignées sur les pics des spectres 1D. Voilà. Et à partir de là, en fait, en général, on n'extrait pas, enfin, on n'a pas vraiment d'étape de peak picking sur les spectres 2D comme on avait sur les spectres 1D ou d'intégration démultiplée. Donc là, on va pouvoir passer à toute l'étape d'attribution. L'étape d'attribution, il va d'abord falloir commencer par importer la molécule. Alors, la molécule, moi, j'en ai une qui est déjà dessinée, donc c'est ma molécule de quinine. Voilà. Alors, MNOVA est capable d'utiliser les fichiers .mol. Vous pouvez aussi prendre copier-coller une structure depuis ChemDraw. Il est parfois nécessaire de refaire la numérotation. Et vous pouvez aussi dessiner, vous avez un onglet molécules, là, hein, vous avez un menu molécules, et vous pouvez tout à fait dessiner directement dans MNOVA. S'il ne vous a pas importé la molécule avec les bons numéros, la numérotation est facile à refaire. Hein, il suffit d'aller double-cliquer sur un atome. Et ici, vous pouvez lui refaire sa numérotation. Vous pouvez changer le type d'atome, et ainsi de suite. Quand vous avez la molécule qui vous convient, donc là, je vais tout simplement la copier-coller dans MNOVA. Alors, je peux ouvrir la table molécule, là, et la coller. Ici, je peux la coller sur le spectre, mais je ne suis pas obligée. Je peux l'enlever. Elle va rester en fait attachée à mon fichier. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'étape d'attribution. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir à quel atome se rattache chaque signal en proton, en carbone. Et du coup, ça va nous permettre de voir les corrélations et d'avancer au fur et à mesure dans la molécule. Donc ici, c'est une attribution qui est déjà faite. Je vais juste en faire quelques-unes. C'est pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, comment ça apparaît au fur et à mesure. Donc on va commencer par le C13. Vous allez utiliser donc soit la partie assignment. Donc toujours pareil, hein, on n'a pas le module de prédiction, donc l'attribution automatique ne fonctionnera pas. Donc, on va utiliser l'option Manual Assignment, donc avec le raccourci clavier A. Quand j'utilise ce raccourci clavier A, ma souris change. Donc là, c'est toujours pareil. Vous ne le voyez pas, mais vous le voyez pas sur ce que je vous partage à cause de Zoom, mais vous, quand vous travaillerez sur MNOVA, vous verrez le changement. Et ici, il va vous suffire d'aller sélectionner un pic. Donc ici, c'est le carbone numéro 20. Vous sélectionnez le pic et ensuite, vous allez sélectionner dans la fenêtre de la molécule, le carbone numéro 20. Donc, on va en faire quelques-uns. On peut faire soit du spectre vers la molécule, soit de la molécule vers le spectre. Voilà. Ici, c'est 17. Ensuite, donc là, je vais un petit peu vite. C'est juste pour que vous puissiez voir ce qu'on a
comme voilà, j'en ai fait quelques-uns, je vais m'arrêter là. En Proton, on peut faire exactement la même chose. Donc là, moi, ce que je vous conseille, une fois que vous avez travaillé sur vos multiplets, c'est-à-dire en regardant les 2D, vous avez démêlé un petit peu, vous savez qu'à tel endroit, il y en a un, à tel endroit, il y en a deux. Le plus simple, c'est d'aller attraper les étiquettes des multiplets, donc toujours avec cette fonction manual assignment. Donc ici, on a le 17. Quand on a plusieurs signaux qui tombent en même temps, ce qui peut tout à fait arriver, hein, par exemple ici, sur ce multiplet-là, donc là je ne l'ai pas coupé en deux, hein, c'est aussi, mais je sais que là-dedans, il y a 19 plus 18. On peut tout à fait attribuer deux atomes à un massif quand on n'est pas capable de les différencier. Celui-là, c'est le 21, donc là je vais défaire celui-ci. Voilà, et l'attribuer au 21. Voilà, je m'arrête là. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là, vous le voyez déjà par exemple sur l'HSQC, il a identifié des... Donc ça, c'est ce que je lui ai indiqué, c'est que déjà, il va me tracer des lignes. Ce qui va quand même me faciliter la relecture, c'est-à-dire que j'ai bien le proton 17 sur le carbone 17, le proton 22 sur le carbone 22, ainsi de suite. Vous voyez, quand vous vous déplacez sur la molécule, vous voyez de quel signal il s'agit. Il vous le met en surbrillance. Et l'inverse est vrai aussi. Si vous vous placez à un endroit, il va vous indiquer quel signal est concerné. Donc ça va vous permettre, en fait, au fur et à mesure, d'aller voir les corrélations que vous avez. Par exemple, ici, on voit bien qu'on a 17 avec 18, 21 avec 22. Et donc, c'est avec ces attributions-là que vous allez pouvoir progresser dans le dépouillement de vos spectres. Si on retourne sur le spectre proton et qu'on va voir la page des multiplets, vous voyez ici que la description a changé. Ici, on a l'attribution, le premier doublet, donc celui qui est à 8,68 avec telle constante de couplage qui intègre pour un proton. Maintenant, il est attribué et c'est le proton numéro 17. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie attribution. Il y a une fenêtre, il y a une table des attributions qui va vous permettre d'une part de voir quels spectres sont liés les uns aux autres, parce que vous pouvez tout à fait, si jamais vous avez fait plusieurs manips à des températures différentes, vous avez intérêt à ne pas lier tous vos spectres les uns aux autres, parce que sinon vous allez avoir des attributions qui ne vont pas être cohérentes d'un spectre à l'autre si des pics se déplacent. Donc vous pouvez dire ces spectres-là vont ensemble et celui-là ne va pas ensemble. Et ici, vous avez un récapitulatif de vos noyaux avec à chaque fois, des sites de votre molécule avec à chaque fois le déplacement chimique des protons, des carbones. Et quand on a bien avancé dans le dépouillement, vous allez aussi avoir les corrélations COSY, les HSQC, et ça peut vous faire un tableau très complet. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça peut ressembler quand on a bien avancé et qu'on a une molécule un petit peu compliquée. Voilà, donc là c'est un exemple d'un produit d'Étienne qui a soutenu en décembre. Voilà, donc là on est sur ce type de molécule-là. Tous les signaux sont identifiés et on a vu et on est capable, par exemple, d'identifier sur le spectre noisy des corrélations particulières qu'on va faire apparaître après sous forme de flèches. Voilà, donc ici, la table est peuplée et si je veux, je peux faire apparaître complètement donc, toute cette table ici. Alors, c'est pas forcément très convivial, puis ça se superpose, mais vous pouvez tout à fait faire sortir tout un tableau comme ça, où vous avez le récapitulatif de vos pics, quel noyau, enfin quel
qui sort où et quelle corrélation on observe. Donc là, on en est. On a sorti donc la description C13, la description proton, les spectres, bien sûr, et on a fait l'attribution. Donc, on va dire le travail d'analyse est terminé. Alors, maintenant, il y a toute une partie de personnalisation de MNOVA sur laquelle je voudrais revenir parce que c'est ça qui va vous faire gagner du temps et qui va vous rendre le travail confortable. Alors, vous voyez qu'on peut faire, on va dire, déplacer. Déjà, il y a la personnalisation de votre espace de travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va placer les différentes tables, comment est-ce qu'on va faire apparaître la full view ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. On peut personnaliser aussi tous les outils qui sont disponibles ici dans les barres. Dans les barres d'outils. Voilà. Oui, il y a un truc que je n'ai pas dit. Dans ce menu Home, là, on peut tout à fait aussi annoter des spectres. C'est-à-dire que vous pouvez, alors je vais revenir sur mon document et pas sur l'autre, vous pouvez tout à fait ici aller ajouter un objet, quelque chose qui va entourer, aller rajouter une zone de texte. Voilà. Et tout ça, ça va rester collé sur votre spectre. C'est-à-dire que quand vous allez zoomer, hop, ça vous permet d'entourer un signal, d'attirer l'attention sur quelque chose. Voilà, et vous pourrez l'imprimer ou pas d'ailleurs, mais ça permet d'annoter les specs de façon assez confortable. Alors, la personnalisation de l'espace de travail, c'est une chose, mais il y a un truc qui est vraiment important, c'est la personnalisation de l'apparence des spectres. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure un tout petit peu, puisque j'ai fait quelques modifications. En cliquant droit sur un spectre, on peut obtenir le menu des propriétés. Et dans ces propriétés, vous pouvez tout choisir. C'est-à-dire, est-ce que vous faites apparaître le titre? Si oui, est-ce qu'il va chercher des paramètres automatiquement dans les paramètres du spectre? Par exemple, vous pouvez tout à fait lui dire que dans le titre, vous voulez qu'il vous sorte la référence de votre produit, mais aussi la date d'acquisition. Parce que pour vous, c'est important de savoir à quelle date a été acquis le spectre et que vous voulez que ça apparaisse systématiquement. Vous choisissez la position du titre, vous choisissez si vous faites apparaître une grille ou pas, vous choisissez l'épaisseur du trait. Alors l'épaisseur du trait, ça a l'air anecdotique comme ça, mais en vrai, vous n'allez pas utiliser la même apparence d'un spectre si vous voulez le coller dans un rapport, où ce sera en noir et blanc avec un trait très fin, ou si vous voulez l'utiliser dans PowerPoint. Alors, ce qui est important, c'est que tout ce que vous allez pouvoir personnaliser ici, alors il y a tout, hein. Il y a la police des axes, il y a les couleurs, il y a l'épaisseur du trait, il y a l'écart entre les graduations, il y a le nombre de virgules après le nombre de chiffres après la virgule pour les intégrales, il y a tout. Ce qui est important, c'est que ces préférences-là, vous allez pouvoir les sauver. Et vous allez pouvoir les sauver en fonction de l'usage qu'elles ont. Alors déjà, quand c'est les réglages que vous aimez bien avoir à l'écran pour travailler sur votre ordinateur, vous allez pouvoir les sauver comme des réglages par défaut, pour qu'à chaque fois qu'il vous ouvre un spectre, il utilise ces propriétés-là. Mais vous allez aussi pouvoir sauver, alors moi par exemple, vous sauvez, vous créez un répertoire avec des préférences. Voilà, moi j'ai par exemple un truc qui s'appelle préférence écran, un truc pour là c'est un spectre proton pour le poster, là c'était tel publi, les 2D hétéronucléaires. L'avantage c'est qu'en fait vous allez gagner un temps fou, parce qu'une fois que vous avez trouvé vraiment les bons réglages pour par exemple votre rapport ou pour une partie expérimentale de publi, il vous suffira d'aller recliquer sur un spectre, d'aller ouvrir le bon dossier de propriété, et là, il vous réglera tout d'un coup. C'est-à-dire les axes, les polices, les couleurs, tout d'un coup. Donc ça, vraiment, c'est important, ça va vous faire gagner du temps. Pensez à sauver des propriétés d'apparence du spectre, usage par usage. Voilà. Et dans la personnalisation, ah oui, alors, il y a un truc, je l'ai mis dans le PowerPoint. Je l'ai, voilà. Donc ça, c'est
comment trouver donc, et comment sauver des réglages d'apparence selon les utilisations. Et alors moi, il y a un truc sur lequel je suis un petit peu maniaque, et que je vous encourage à faire parce que c'est quand même pratique, surtout quand on utilise des noyaux autres que le proton ou le carbone, c'est d'aller modifier l'étiquette des axes. Probablement, si vous ne l'avez pas changé, sur votre MNOVA, ici, ce n'est pas écrit un H en ppm, ici, c'est écrit F1. Et honnêtement, F1, parce que c'est la dimension 1, en fait, c'est une information qui ne sert à rien. Voilà, ça ne sert vraiment à rien. Donc, moi, je vous encourage à aller modifier ça. Donc, ça se trouve ici, dans l'étiquette de l'axe horizontal. Si vous faites passer votre souris là, vous voyez apparaître une liste d'options. Et si vous utilisez l'option, donc ici, $1N$, il va vous faire apparaître le noyau que vous observez. Et ça, vous le sauvez en préférence par défaut. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir un spectre, il va vous dire tout de suite si c'est du C13, si c'est du proton, ou alors si c'est du fluor, du phosphore ou autre chose. Et ça, c'est quand même assez pratique quand on a des noyaux qui sont un petit peu, alors je ne vais pas dire exotiques, mais qui changent un peu d'habitude. C'est la même chose sur les 2D. Hein. Sur les 2D, il faut penser à modifier ce réglage-là pour l'axe horizontal et aussi pour l'axe vertical. Donc, ça se trouve au même endroit. Ça, comme c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours facilement, je l'ai mis dans le PDF. Et une dernière chose, au niveau des personnalisations, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, donc ce qui va être copié-collé dans vos parties expérimentales, par exemple, ça va être cette description-là, ici. Donc ça s'appelle le report, et ce report, vous pouvez le modifier, en fait. Il y a des formats de journaux qui sont déjà préenregistrés. Donc, suivant le format de journal que vous souhaitez, dans lequel vous voulez soumettre, vous pouvez choisir on va dire le template. Et il fait la modification lui-même, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des journaux où on écrit le solvant d'abord, la température après, ou le champ. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Parfois, c'est des points, parfois, c'est des virgules, parfois, c'est dans l'ordre croissant, parfois, c'est dans l'ordre décroissant. Donc, vous pouvez utiliser les formats de journaux déjà définis, ou sinon, vous pouvez aussi tout à fait personnaliser avec le nombre de décimales. Est-ce qu'on met les assignments ou pas? Est-ce qu'on parle des multiplets comme d'une zone ou est-ce qu'on donne un déplacement chimique central? Voilà, en fait, on peut choisir tout ça. Et ça aussi, c'est pareil, hein, vous pouvez le sauver. L'avantage, c'est que si vous avez bien travaillé dans MNOVA, vous soumettez dans un premier journal ou alors vous faites votre rapport. Si vous devez reprendre vos spectres pour soumettre et qu'il faut changer le format, vous avez juste à rouvrir votre document MNOVA, aller changer les propriétés ici, CTRL-C, CTRL-V. Et ça évite beaucoup de temps passé à des corrections de points en virgule, d'italique, voilà. Beaucoup de choses comme ça. Donc, si je reviens là, je crois qu'on a fait le tour. Donc, le processing se fait en général de façon assez automatique quand vous ouvrez des données, mais il y a des étapes qu'il est bon de refaire manuellement, la phase, la ligne de base en particulier. Puis, vous passez à tout ce qui est la phase d'analyse. Donc, on calibre les déplacements chimiques. On fait le peak picking en C13, on fait les multiplets en protons. Si besoin, on peut faire les intégrations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, importer une molécule et faire toute l'attribution. Et une fois que vous avez fait tout ça, dans votre document MNOVA, il y aura les spectres avec l'apparence que vous souhaitez leur donner et il y aura les parties expérimentales qui sont prêtes à être insérées dans des rapports ou dans des publications. Voilà. Et ce qui est vraiment important, c'est d'utiliser la personnalisation à la fois pour avoir un espace de travail qui soit confortable, qui vous convienne à vous, et aussi pour personnaliser pour adapter les exports, en fait, vos listes de pics, vos parties expérimentales aux médias de destination, soit un journal, soit un rapport, pour que ça corresponde vraiment à ce que vous souhaitez faire.
Normalement, j'ai fait le tour. Je souhaitais rajouter une information. On a racheté une licence de MNOVA il y a un an, enfin à peu près un an, en mai 2020. Et on avait droit aux mises à jour de MNOVA jusqu'au 12 mai 2021. Et on a eu de la chance, c'est-à-dire qu'il y a une dernière version, alors ce n'est pas un changement majeur, hein, mais il y a une version qui est sortie le 12 mai 2021, donc pile le jour où on avait encore le droit d'avoir les upgrades. Il s'agit de la version 14.2.1. Elle a été packagée par la DSI, donc elle est maintenant dans le centre logiciel. Alors tout à l'heure, elle n'apparaissait pas correctement. Je vais voir si là c'est le cas. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas correctement, mais elle est disponible dans le centre logiciel, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire la mise à jour pour avoir la dernière version à laquelle nous, on a le droit et travailler sur une version du logiciel qui soit la plus récente possible. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Comme il n'est pas très tard, je vais si certains ont des questions, je peux tout à fait essayer d'y répondre. Surtout si vous avez l'impression que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous laisse prendre la parole si vous avez des questions ou des remarques. Oui, Elsa? Ouais. Ouais, c'est Cédric. Bonjour. Bonjour. J'ai juste un petit souci. Alors, c'est sur l'ergonomie, on va dire. Ouais. Tu vois ce que tu as là sur ton écran, là, actuellement, tu as ta table Proton et puis tu as ce qui est tapé au-dessus. Ouais. Voilà. Alors, moi, en carbone, ça marche très, très bien. En Proton, je ne l'ai pas et j'arrive pas à l'avoir. Oui, c'est parce que tu n'es pas... Alors, ça, c'est pas la table des pics. C'est-à-dire que si tu es sur la table des pics, tu n'as pas les multiplays. Les multiplays, ils vont être ici, hop, dans View. Il faut que tu fasses apparaître la table des multiplays. Et c'est là-dedans qu'ils vont apparaître. Ah, d'accord. Ok. Ok. Bon, je vais faire ça. Merci. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça va vous servir. Jeudi matin, on fait une autre présentation sur les manips rapides et sur des conseils de programmation pour gagner du temps dans vos demandes RMN, gagner du temps machine qui va servir à tout le monde. Et si vous le souhaitez, donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est essayer des choses que vous avez vues aujourd'hui, peut-être que vous ne pratiquiez pas auparavant, et on prendra un temps à la fin de la présentation de jeudi pour pouvoir répondre à vos questions aussi sur MNOVA. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.